Bien, alors le sujet que je vous propose est immense, évidemment, on va essayer de le survoler plutôt que de vraiment le traiter, puisque la restitution des monuments pharaoniques dans la description de l'Égypte, c'est énorme, hein, et la postérité du genre, c'est immense, donc on va essayer de ramasser tout cela de manière à essayer de dire l'essentiel. Alors ici, c'est la couverture d'un livre que j'avais fait alors que j'étais à Carnac à l'époque, coordonné par Henri Laurence. On y avait collaboré avec mon collègue Claude Tronecker, écrivant chacun un chapitre, et le mien concernait justement ce sujet-là. Alors bien sûr, mon activité principale depuis 90, disons quand je suis rentré d'Égypte en France, s'est consacrée à la restitution. On avait commencé à Carnac, mais après on l'a appliqué aussi au monde romain. Et c'est un grand thème parce qu'il fallait non seulement en faire beaucoup, traiter beaucoup d'exemples, mais aussi s'intéresser à la méthodologie, à tout ce qui pouvait permettre d'affiner notre méthode, notre pratique et d'essayer de donner du sens à la chose. Alors le mot restituer, ça peut vouloir dire quoi? Ça veut dire rendre. Je vous ai emprunté une somme, je vous la restitue, je vous la rends. Mais dans ce domaine-là, c'est rendre l'idée de la chose par une image, et une image d'ensemble. C'est-à-dire, je vais vous rendre l'opinion que j'arrive à me faire de la chose dont on parle dans son ensemble. Ça veut dire qu'on fait, en termes de recherche, un modèle théorique. On tient compte de ce que l'on sait, de ce qui est à peu près, disons, très vraisemblable, et puis on va risquer d'ajouter ce qui manque grâce à une étude comparative, grâce à des arguments que l'on connaît et dont on sait qu'ils sont risqués, mais c'est la suite de la recherche qui permettra de dire oui ou non. Et évidemment, la restitution, pour pouvoir la faire, il faut qu'on ait quand même des signes majeurs. On ne peut pas l'aventurer s'il manque trop d'éléments pour la tenter, car restituer n'est en rien inventé. C'est un raisonnement déductif, dont des parties, bien sûr, sont inductives, c'est toute la partie hypothétique, mais c'est une construction logique. C'est une démonstration qui doit précéder la chose. Alors l'expédition d'Égypte, on ne va pas raconter son histoire, on la résume. Il s'agit de barrer la route aux Anglais, il s'agit de faire débarquer un corps de 36 000 hommes auxquels on a eu l'astuce, enfin l'intelligence non désintéressée d'ajouter 167 savants qui, eux, vont pouvoir faire l'inventaire. Ce pays dont on veut s'emparer, qu'on veut dominer, qu'on veut avoir, il n'y a rien de mieux que des spécialistes pour l'étudier sous toutes ses coutures, en faire la cartographie, quand on voit l'atlas qu'ils ont réussi à faire, c'est absolument stupéfiant. Tous les villages sont mentionnés, tout est mentionné. Et les ressources, comment fonctionne le Nil, qu'est-ce qu'elle produit, quel est l'état d'avancement de l'artisanat, etc., des connaissances. Donc c'est un inventaire qui vise à savoir de quoi on s'empare et comment on pourrait le faire fonctionner. Mais ça a été dit par, bien sûr, M. Nick, et tout ça, c'est vraiment féroce, c'est extrêmement cruel, c'est extrêmement violent, et ça ne répond en rien à l'esprit de répandre les lumières. Répandre les lumières par force sur une culture qui ne veut pas les recevoir, qui ne veut pas les recevoir, qui sait très bien qu'en rien ça l'aidera elle-même, cette société, à avancer. Donc les lumières sont vues comme celles des autres. Et il faut lire Abderrahmane Jabarti, enfin ceux qui ont parlé de l'expédition d'Égypte en tant qu'Égyptiens, comme ils la voyaient. On a l'impression de voir les Martiens qui s'excitent sous les yeux des Égyptiens et qui ne leur amènent rien du tout que des massacres, que des violences. Évidemment, c'est pas très ragoûtant, donc on a eu ces démonstrations de cela. Alors, qu'est-ce qu'on sait avant l'expédition d'Égypte? C'est ça qui compte dans notre sujet. Il y a eu des voyageurs, là. On avait fait un livre aussi avec Claude Tronecker qui s'appelait Carnac, Résurrection d'un site, en puisant largement dans Jean-Marie Carré, des informations, en rajoutant des illustrations. Et bon, alors les voyageurs du XVIIe siècle, voilà, pour Lucas, voilà le genre de dessin qu'il fait, c'est presque ce qu'il y a de mieux. Essayer de nous représenter Nandara, ce sont des gens qui n'ont pas de formation particulière, qui ne restent pas très longtemps, qui n'ont pas aussi pour but de travailler sur l'histoire des monuments. Alors voilà Thèbes. Essayez d'imaginer Thèbes à partir de ce genre de choses, c'est vraiment là, ce sont des élucubrations déconnectées complètement de toute réalité. Alors il y aurait mieux à vous montrer, mais ce n'est pas le sujet. Norden, des dessins beaucoup plus beaux, beaucoup plus habiles, mais il ne voit Luxor que depuis son bateau.
parce que quand il débarque, ça se passe très mal. Il tombe de cheval, il est chassé par les habitants du lieu, le pays est hostile, foncièrement hostile. Alors il y aura mieux avec Pocock, donc le révérend, qui lui sait négocier, il a dû amadouer les locaux, peut-être donner quelques gratifications, quelques bakchis, je ne sais pas, quelque chose qui fait qu'on le laisse entrer dans le temple de Karnak et dans le temple de Ronsu transformé en RM. Bon, il a su y faire pour arriver à nous faire le premier plan de Karnak crédible. Bon, enfin, il n'y a pas grand-chose pour se faire une idée de l'architecture pharaonique à partir de ce genre de travail. Et puis surtout, on a des préjugés considérables à l'époque. Alors, si l'on écoute Savary, tout admirateur de Rousseau, tout est merveilleux. On a l'impression qu'on va trouver en Égypte les bons sauvages qui se baladent. C'est merveilleux, c'est idyllique, formidable. Alors, pour Volney, c'est le contraire. Les horribles pyramides, mais qu'est-ce que c'est que ces monuments qui sont faits en exploitant le peuple par ces tyrans horribles? On devrait les détruire. Carrément, hein, ils mériteraient d'être détruits. On y voit que le témoignage donc, de la tyrannie. Et puis alors, des grands préjugés. Il faut voir que l'Égypte n'a pas de personnalité. On va juger tout cela à travers les canons de l'art grec. Alors, ce qu'on peut voir des temples pharaoniques, c'est lourdingue, c'est mastoc, c'est moche, c'est de mauvais goût. Voilà, c'est comme ça que c'est vu, et surtout, on n'est jamais allé les voir sur place. Donc les gens qui critiquent cela n'ont jamais vu la réalité en face. Alors évidemment, tout va changer avec l'expédition d'Égypte, puisque là, on va avoir projeté sur ce territoire un grand nombre de personnes jeunes, mais en général, dans la majorité, bien formées, motivées, pas trop encore déformées par une carrière, donc ils sont là, et ils vont découvrir de leurs propres yeux la réalité. Alors, le premier, c'est le plus âgé de tous, c'est le vieillard de 51 ans, qu'on appelle Vivant Denon. Alors, il fait partie de l'expédition d'Égypte, de la première, et il va donc, lui, voir quelque chose d'autre. Parce que, bien sûr, c'est un courtisan habile, il est passé déjà par plusieurs régimes, il s'est faufilé partout, il est charmant et charmeur, c'est un artiste, mais il s'intéresse à tout, c'est ça qui en fait l'intérêt. Il ne voit pas que les monuments, il voit les gens, il voit les coutumes, il voit la nature, et tout l'intéresse. Et puis, c'est un conteur né. Alors lui, il ne s'embarrasse pas de faire des relevés, etc., ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas l'aspect scientifique qui l'intéresse, ou en tout cas, il le chassera de son ouvrage, et c'est avant tout un récit de voyage qu'il nous propose, mais avec de beaux dessins et beaucoup de talent. Alors lui, oui, on peut dire qu'il va jouer le rôle de révélateur, le premier, parce que faisant partie de la première des missions qu'on va citer, là, celle donc qui est confiée donc à Girard, ingénieur des ponts et chaussées, il va être là donc assez tôt en Égypte, mais il travaille plutôt seul, il ne se mêle pas aux autres, il a un statut particulier, toujours plus près du manche, plus près du soleil, astucieux, malin, très libre. Il a donc quelque chose, une approche à lui. Et comme il est âgé, il supporte mal la chaleur, il va demander de rentrer en France plus vite que les autres, et puis il va rentrer avec Bonaparte, et puis voilà que donc il est en mesure en 1802 de publier son livre, Un voyage dans la basse et la haute Égypte, pendant les campagnes du général Bonaparte, et ça va avoir beaucoup de succès. Il sait maintenant que les autres risquent de publier, donc il chasse toute référence, toute prétention scientifique, il charme, il intéresse. Alors cette mission, Girard n'avait pas pour but d'étudier les monuments, c'était étudier le régime du Nil, le fonctionnement du Nil, et c'était à ça que devaient servir ces ingénieurs. Qui sont ces ingénieurs? Les premiers là, De Villiers du Terrage, on a vu Édouard De Villiers du Terrage, Édouard Jollois, Dubois Aimé, Duchanois, ingénieur des ponts et chaussées, puis de côté le Rosin Dupuis, ingénieur des mines, Castex, sculpteur, donc on a 10 personnes. Et à chaque fois qu'on va citer une mission, par la suite, c'est une dizaine de personnes, pas plus. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et alors on comprend que ces gens qui étaient amenés là, censés faire ces relevés du régime du Nil sous la direction de Girard, ça ne plaisait pas tellement à Girard qui avait cette mission à assumer que de voir ses subordonnés s'égarer dans les temples avec énormément de risques parce que le pays était vraiment dangereux.
Et s'ils avaient été tués? Et s'ils avaient été capturés? Sa mission échouait. Alors évidemment, ils se sont accrochés. Parce que de Villiers-Jaulois en particulier, ils se sont progressivement imprégnés de la civilisation pharaonique, ils en ont été séduits, ils l'ont découverte et ils étaient satisfaits et ravis, ça les nourrissait intellectuellement. Parce que relever les niveaux du Nil, bon, une fois fait, on s'ennuie un peu. Donc là, ils étaient éblouis, ils voyaient cette réalité exaltante et nouvelle, et ils se sont attachés à vouloir l'étudier. Avec des conflits, donc évidemment, il y a eu un accrochage sérieux entre Dubois-Aimé et Girard, puisque Dubois-Aimé expédié sur la mer Rouge, exilé. Bon, le général Belliard arrange un peu les choses, mais même quand Belliard arrange les choses, ils vont continuer à prendre des risques sans trop le dire. Donc vraiment là, il fallait avoir le courage de faire ça. Mais c'était l'envie de faire qui les intéressait. Alors le grand intérêt, c'est qu'ils voient avec des yeux neufs. Ils sont jeunes, ils ont une vingtaine d'années. De Villiers avait 18 ans quand il est parti de Toulon. Ils sont là, ils sont extrêmement frais. Mais formés, ce sont des mathématiciens, ce sont des gens rigoureux. Ils sont là des observateurs objectifs de ce qu'ils voient, et ils vont le voir avec leurs outils. Alors, pour faciliter les choses, je résume, je cite tout de suite les deux autres missions, de manière à ce que quand on va parler de leurs œuvres, on n'ait pas à faire ce distinguo. Alors, ils vont travailler 6 mois tout seuls, cette mission Girard, donc 6 mois tout seuls, honnêtement, en pleine cagnard, il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc, ils arrivent en mars, Égypte, ceux qui connaissent la Haute-Égypte, se taper avril, mai, qui est le mois pratiquement le plus chaud, mai, juin, juillet, en Haute-Égypte, à pied, hein. Ils se déplaçaient à pied après être arrivés à Siout, donc c'est quand même une épreuve physique redoutable, avec de l'ophtalmie, des tas de problèmes, de maladies d'yeux, etc. Donc ils vont bien travailler pendant 6 mois, et sur leur retour à Isna, donc 2 autres missions vont arriver, qui, elles, avaient l'objectif d'étudier les monuments. La première, présidée par Costaz, géomètre. Si on cite les plus remarquables membres, il n'y en a qu'une dizaine au total, il faudrait citer Balzac, architecte, Lepère, architecte, très bons architectes, Saint-Genis, ingénieur des ponts, Corabeuf, géographe. C'est eux qu'on va voir, dont on va voir les noms, évidemment, plus tard dans la description de l'Égypte. Et la troisième mission, donc 11 personnes, sous les ordres de Joseph Fourier, très important personnage, puisqu'il est secrétaire général de l'Institut d'Égypte, et Champollion le retrouvera sous sa route. Ben, ces gens-là, les 2 autres missions, elles travaillent 3 mois. C'est stupéfiant. Qu'en 3 mois, ils aient réussi à faire le travail dont ils nous rendent compte dans la description de l'Égypte, c'est humiliant pour nous. De nous qui avons passé des années en Égypte, ces types-là ramènent une telle moisson en aussi peu de temps. On se dit, mais j'aurais pas pu faire, j'aurais peut-être pas su faire, enfin, c'est impressionnant. Alors donc voilà, ils vont donc réaliser ce magnifique travail, parce qu'à partir du moment où ils se rendent compte, ben, ils se disent, ben, de Villiers-Jaulois, on a déjà fait beaucoup, ben, tant mieux, bonne nouvelle, on va s'associer pour étudier le reste de la Haute-Égypte, puis redescendre la vallée du Nil, tous ensemble, et se répartir la tâche. Alors, voilà donc Vivant de nom, dont nous avons parlé, on voit un peu l'humour de ce personnage subtil et très attachant, qui deviendra donc le directeur du musée de Napoléon, devenu musée du Louvre. Ça, c'est l'arrivée de la troupe donc à Siout. Ils vont rejoindre le général Dezé, qui s'épuise à essayer d'accrocher Mourad Bey sans jamais le trouver. C'est toujours impossible, insaisissable. Donc ce sont des accrochages, des escarmouches. C'est une sorte de guérilla qui ne permet pas à l'armée française donc de triompher de ses adversaires de façon simple. Alors si on voit les Genoux, voilà, de Villiers du Terrage, alors lui on le connaît bien aussi par son journal, parce que par chance son petit-fils a publié son journal. Et là au quotidien on voit toute la difficulté qu'ils avaient, des marches de plusieurs dizaines de kilomètres par jour avec le barda, et ça fourmille de détails qui nous renseignent beaucoup sur le vécu de ces gens-là. Donc, il fait tandem, on pourrait dire, avec son inséparable compère, donc, qui est donc Jaulois. Donc c'est toujours de Villiers-Jaulois que l'on voit signer les relevés des monuments les 3 quarts du temps.
Alors on arrive à Dendera, on voit une magnifique vue du temple de Dendera. Ça a été dit avant moi dans une autre communication, on voit que le temple est sacrément enfoui, il y a des bâtiments encore sur le toit, on les voit un peu travailler là, mais avec des outils dérisoires. Quand Girard donne l'ordre de départ de la première mission à Giza, il énumère le matériel. Quelques feuilles de papier, quelques crayons, pas des dizaines de crayons. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'il va avoir? Des cordeaux, une fil à plomb, pas grand-chose, rien, pratiquement rien, pas d'instruments de relevé sophistiqués. Donc on se dit quand même, quand ces gens débarquent tout seuls, dans l'insécurité, ou la Kanya, et on est confronté à des monstres comme Dendera ou Edfu, ben, il ne faut pas se décourager, il faut vraiment se retrousser les manches et avoir une méthode pour dire comment on va faire. Souvent je me suis imaginé, je dis si j'y étais moi, qu'est-ce que je vais faire là avec... Alors ben, ils le font méthodiquement, ils prennent les hauteurs générales, effectivement, avec des cordeaux, etc. On monte sur les toits, on prend les hauteurs, mais ce qui est stupéfiant, c'est pas ça, c'est que même la décoration, ils la relèvent. Et là, ça veut dire qu'ils ont découpé en morceaux et ils ont fait des dessins plus précis pour pouvoir les assembler. Et c'est extraordinaire parce qu'évidemment, on ne sait pas lire les textes, on ne comprend pas le pourquoi du comment en détail, mais ils ont le souci de se dire relevons-le avec soi. Parce qu'au fond, c'est ça la réalité qu'on veut, dont on veut témoigner. Puis ça servira toujours plus tard hein, que d'avoir des relevés précis. Donc, ça c'est le... Et puis après, ils passent évidemment à ce que l'on appelle la restitution. C'est-à-dire, ils essaient de nous donner une idée crédible des choses qui étaient encore enfouies, et bon, ils savent repérer très vite les hauteurs, les points clés pour pouvoir extrapoler, et leurs restitutions sont toujours prudentes. C'est-à-dire, la description de l'Égypte, lorsqu'ils font une restitution, ils n'extrapolent pas beaucoup, ils ne s'aventurent pas trop loin. Ils sont toujours très près de rajouter des éléments qui pourraient manquer, mais qu'ils ont vus par ailleurs, ou dont ils ont une idée précise. Parce que sinon, voilà, vous voyez la qualité des relevés, c'est incroyable. On coupe en élévation, avec tous les bas-reliefs, etc. Alors, ce qui est stupéfiant aussi, c'est de dire, bien sûr, ces belles planches, on a mis longtemps à les mettre net en France plus tard. Mais il fallait bien que dans leur carnet, ils aient pris toutes les informations sur place. Il n'y avait pas de photographie à l'époque. Aucune photo. Donc, à défaut d'avoir relevé tout ça avec soin, on n'avait rien. Et donc, ça a été fait avec une compétence et un talent, on pourrait dire, extraordinaire. Alors, le fameux zodiaque de Dendera, ben, c'est toute une histoire aussi, parce que quand ils pénètrent dans cette petite salle, tout le monde a vu où se trouvait ce zodiaque, pour ceux qui sont allés en Égypte. Tout était remblayé, ils étaient le nez sous le plafond pratiquement. Il y avait un squelette qui traînait dans la pièce, histoire de créer une bonne ambiance. Et il fallait travailler avec des lampes. Ils avaient tendu des fils au plafond pour découper le zodiaque en petites parties et essayer de le relever feuille par feuille progressivement pour arriver à en rendre compte et finalement arriver à un résultat assez spectaculaire après coup. Donc l'inconfort ne les dérangeait pas. Alors là aussi, on voit, ça a pu des fois leur être reproché, mais ils voulaient savoir. Un monument restitué, c'est pas restituer des cailloux superposés, c'est aussi essayer de restituer le fonctionnement. Alors bien que ne sachant pas lire les textes, ils regardaient les bas-reliefs, et puis ils ont essayé d'imaginer des cérémonies, des processions qui traversent le Pronaos, ici de Dendera, histoire de recréer l'ambiance. Hein. Ils avaient besoin de se redonner donc cette idée. Donc c'est aussi assez intéressant d'avoir eu cette audace, disons cette envie de s'y revoir. Alors Dendera, pour eux, ça a été depuis le jour-là la révélation. C'est là où ils commencent à mordre à l'hameçon et à se passionner pour cela. Et puis alors Esna, alors là, ils sont complètement convertis, convaincus, éblouis. Cette fois, ils sont dedans. Ils sont dans la potion magique. Parce qu'à Esna, ils découvrent le plafond astronomique. Alors, ils s'intéressent énormément à ce thème. Ils font le catalogue de tous les chapiteaux. Ils ont cet esprit de catalogue, d'encyclopédie, d'enregistrement. Ce sont des scientifiques. Et donc, la restitution, elle n'est pas vue sous l'aspect du peintre, simplement, qui fait des belles images, mais de l'ingénieur et de l'architecte qui relève, qui mesure les choses, et qui essaye de les comprendre, en tout cas, quant à leur forme et leur conception.
Alors voilà, les belles images formidables, Balzac, une vue de filet. Bon, la photographie n'existe pas, mais quand on a ça, on a une photo du site, on peut se rendre compte de ce à quoi ça ressemblait avant l'existence de la photo. C'est tout à fait stupéfiant, à la fois la qualité du relevé, qui vous rend compte vraiment de ce que l'on pouvait voir, et la beauté des images. C'est-à-dire, il y a le talent de ceux qui, au départ, ont apprécié, ont enregistré, puis le talent aussi des 400 graveurs et autres qui ont été mobilisés pour réaliser la description de l'Égypte, et qui eux aussi ont ajouté leur talent. Alors c'est là où il faut rendre hommage à Jomard, un nom important, parce qu'il a participé à l'expédition d'Égypte, il a fait de nombreux relevés, il a été donc participant donc, à la chose, et c'est lui qui va être en charge de coordonner la publication de la description d'Égypte. Alors c'est important, et c'est ce qui expliquera le problème que Champollion a pu l'opposer, et pourquoi leur inimitié fut aussi profonde. Donc voilà, quelques images. Donc après cette vision, donc, il y a trois catégories d'images dans la description d'Égypte. Les premières sont les vues d'ambiance, qui rendent compte de l'état des lieux. Les secondes, les relevés, en plan coupé élévation. Et les troisième catégorie, les restitutions. Alors après, il y a le père, architecte, lui, il va jusqu'à pousser la restitution des couleurs. On a vu tout à l'heure, quand vous avez projeté M. Servageant d'Andera, on voyait des traces de couleurs du plafond. Alors, c'est génial ça, parce que ce n'est pas exagéré. Il essaye de rendre compte de l'architecture avec ses couleurs, puisque c'est ainsi qu'il fallait la voir, la revoir, mais avec mesure, sans exagération. C'est beau, mais c'est crédible, et c'est quand même tout à fait raisonnable. Mais ils ont cette envie quand même de faire connaître, de transmettre, de suggérer, de dire voilà, regardez à quoi ça ressemblait réellement. Et là, on se débarrasse de tout préjugé, de l'architecture grecque, tout ça. Non, ils voient l'Égypte pour elle-même et ils apprécient les qualités de la chose pour elle-même. Donc pour eux, ce n'est pas laid, ce n'est pas lourd, ce n'est pas mastoc, ce n'est pas tout ce que l'on pensait. Et à chaque fois, on reverra ça. État des lieux, donc à Komombo, relevé, donc le plus sérieusement possible. Et puis évocation finalement de l'état de fonctionnement. Bien sûr, on voit des erreurs, c'était certainement pas ouvert sur le Nil comme ça et tout. Ben, moi, à l'époque, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et c'est quand même tout à fait présentable que cela. Alors quand ils s'aventurent plus loin, là, il y a des erreurs. Ils font la porte des Vergettes, ils font les portes de Dendera, sans même les murs d'enceinte qui s'y raccordent. La porte est toute seule en pleine nature, donc dès qu'ils s'aventurent un petit peu plus loin du très connu, évidemment, là, les problèmes se présentent. Grand intérêt aussi de leur travail, c'est de nous avoir relevé, ou restitué aussi à la clé, des monuments qui ont complètement disparu, dont on n'aurait aucune idée, puisqu'il n'en reste aucune trace. Et on arrive à être fou. Alors là, voilà. On arrive là, on est impressionné par ce monstre. Le village tout autour, il est encore encombré de constructions, et il va falloir s'attaquer à la chose. Alors on les voit là, le petit campement, il y en a qui sont déjà dans le temple en train de s'exciter avec ce petit matériel. On sait que Jomard essaye de rentrer dans une salle par le plafond sous l'hostilité des habitants qui sont là autour de lui. Et il faut voir, c'est une très sale ambiance. Il rentre dans les salles avec des lampes, simplement pour essayer de regarder. Donc c'était tout à fait loin d'être confortable. Et vivant de nom, c'est même qu'il a échangé le coup de feu à l'occasion de relevés qu'il faisait. C'était quand même quelque chose de méritoire à tout point de vue. Et à nouveau, donc, l'enregistrement très sérieux. Il n'y avait absolument rien de tout ça avant l'expédition d'Égypte. C'est un apport considérable. Regardez ces images, c'est quand même sensationnel. Donc de Villiers et Jollois, qui sont non seulement ingénieurs des ponts, faire de beaux relevés, mais aussi aller jusqu'à la restitution d'un pylône, donc d'Edfou, avec les bas-reliefs, disons. Alors, bon, on ne comprend pas trop les scènes, on ne comprend pas trop les textes, mais on rend compte de la chose que l'on a vue et que on essaie de remettre dans son état d'origine. Puis souvent, il faut regarder le détail des planches, on les voit au travail. Là, on voit Balzac qui est en train de travailler, ben, qu'est-ce qu'il a, une planchette? C'est tout, un petit fil à plomb, et là, on en voit d'autres qui s'abritent de la chaleur, il doit faire on a un qui se tient la tête, peut-être qu'il a pris un coup de soleil, quoi. Ça rend bien compte de l'ambiance, ils sont tout seuls dans cette immensité, donc c'est très, très impressionnant. Le Ramesséum, alors voilà, habillé vraiment chaudement.
habillés de vêtements lourds, avec des chapeaux de feutre, là. Pendant ce temps-là, Jomard est en train de s'aventurer dans la tente de Mépris III. Un vol de chauve-souris éteint les chandelles, et les voilà enfermés au fin fond de la tombe, dont ils ne connaissent pas le plan. Ils ont failli y rester. Il fallait sortir à tâtons, essayer. Il y avait un puits à franchir, remonter. Et au moment où la nuit va tomber, ils aperçoivent enfin la sortie et ils s'en sortent miraculeusement, sinon on aurait peut-être retrouvé leur squelette dans un coin comme dans la salle du Zodiac. Donc c'était tout à fait extraordinaire, c'était vraiment une aventure. Luxor, ben on voit terriblement enfoui, voilà, ils sont là avec une petite table, voire une ombrelle, les autres sont à l'ombre, en essayant de récupérer, et on a témoignage donc de l'état du temple à cette époque. Alors évidemment en Europe, quand on reçoit toutes ces images, il y en a plusieurs centaines dans la description de l'Égypte, ben c'est la révélation de l'Égypte pharaonique, de la beauté de l'Égypte pharaonique, de la valeur de cette architecture qui était assez inoubliée ou peu appréciée jusque-là. Et Luxor, donc on voit avec l'encombrement du temple, ils vont faire les relevés des obélisques, restitution à nouveau, avec la bataille de Kadesh dont on a parlé, voilà, tout ça, même s'ils ne savent pas de quelle bataille il s'agit ou autre, ils rendent compte de ce que l'on voit. Et puis on a souvent aussi l'humiliation, j'avoue que les égyptologues seront d'accord avec moi, parfois l'humiliation de ne trouver le renseignement qu'on cherche que dans la description de l'Égypte. Très souvent et pendant longtemps, il n'y a que là qu'on trouvait le renseignement que l'on cherchait. Donc c'est tout à fait impressionnant. Les colosses étaient enfouis, ben, on creuse un petit peu pour aller jusqu'à la base, avoir une idée des hauteurs et de l'aspect général, mais des travaux limités, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps de s'éterniser. Alors là, c'est utile, parce que les relevés des faces de l'obélisque, faits avec soin, ont servi à Champollion. Bien sûr, Champollion a corrigé, mais il a fait quelques corrections. Karine Madrigal, ici présente, connaît bien tout ça. Il a corrigé, mais il s'en est servi quand même de ce travail. Alors, si on parle tout de suite de Champollion, ce qui trouble la fête, c'est son hostilité avec Jomard. Pourquoi? Jomard est en charge de la description de l'Égypte. Il a une réputation, il est établi, il a été membre de l'Institut du Caire. Et c'est un monsieur. Et il voit arriver un jeune homme qui est absolument inconnu, qui était loin d'avoir le sens de la diplomatie, qui conteste. J'ai dit l'extradition des Juifs, vous n'avez pas vu ce qu'il fallait voir, c'était ni fait ni à faire. Les trois quarts de ce qui était essentiel vous a échappé, etc. etc. Bon, évidemment, il a sérieusement énervé ce personnage qui lui a voué une haine féroce et qui lui tira dans les pattes continuellement. Et donc, évidemment, là, il s'est fait un ennemi mortel. Mais bon, c'était comme ça. C'est la personnalité. Les qualités, on les énumérera tout à l'heure. De Champollion, on les énumérera, elles sont importantes. Mais bon, la réalité du travail, c'est autre chose. En tout cas, Champollion a utilisé ça, et tant mieux, ça lui a facilité la tâche, il n'y avait que des corrections à faire. Et alors après, il y a des très belles vues. Alors, ceux qui ont du talent dans les images belles, bon, c'est Cécile, ingénieur mécanicien, mais avec un bon coup de crayon, hein, quand même, puisqu'il deviendra professeur de dessin aux arts et métiers après. Et puis du tertre c'est magnifique. C'est vraiment, non seulement les monuments, mais les personnages. Tous les personnages de l'expédition d'Égypte, les portraits qu'on a vus précédemment, vivants, si mouvants, et on dirait que c'est du tertre. Il avait un talent de dessinateur extraordinaire pour capter tout ce qu'il voyait. Et puis on voit, alors un état de Karnak, ben voilà, il déambule dans ça, mais ce sont des ingénieurs. Ce sont les premiers à expliquer la cause de l'effondrement du deuxième pylône, avec pertinence. Ils comprennent tout ce qu'il y a à comprendre, ils l'ont compris. Y compris l'érosion des fondations, etc. Tout ce qui est technique, ils l'ont compris. Simplement, le temple est considéré comme un palais, bon, etc. Bon, il peut y avoir des erreurs d'interprétation qu'on peut leur pardonner, mais disons, ils en comprennent l'essentiel. Et on voit le pauvre Cécile, avec son voilà, comme il était habillé, avec son carnet dans le colosse de Pinet de Gemme, on voit qu'il est impressionné. Il est là, puis allez, vas-y, passe ton après-midi à travailler, à faire ce que tu peux dans cette immensité. C'est vraiment extraordinaire. Alors bien sûr, les premiers plans de Karnak.
Premier plan de Carnac, sérieux, on voit, c'est correct au point de vue relevé. Et puis on voit aussi des monuments, où, dans le détail autour, des choses qui ont disparu depuis et dont on a quand même témoignage là. Puis le village de Carnac, près du temple de Honsou, là, qui est occupé, qui explique aussi la démolition de cette partie de l'enceinte. Donc ce sont vraiment des documents extraordinaires. Et puis après, à nouveau, les temples dont on n'a plus aucune trace, donc Tao El-Kébir, Cécile qui nous fait un magnifique dessin. C'est beau, c'est émouvant, puis en plus ils l'ont restitué évidemment. À chaque fois on fait les 3 étapes. État des lieux, relevé, restitution, c'est systématique. Alors, Antinoé, on n'aurait rien d'Antinoé, faute du travail de Jomard et Chabrol et autres qui nous ont relevé les monuments. Là c'est le relevé de l'état des lieux, mais ils les ont aussi restitués. Et à chaque fois on a un travail scientifique remarquable et sérieux qui vise donc à rendre compte de la réalité et à proposer donc une interprétation tout à fait savante. Alors voilà, ce plan d'Antinoé, ben c'est comme ça qu'on a une idée de la grande ville créée par Hadrien, à l'endroit où s'est noyé son favori Antinous. On ne connaît pas grand-chose de ce qui précédait, mais on a le plan général, hein, le portrait robot de la grande ville avec ses rues à colonnades, ses tétrappiles au croisement, son théâtre, son cirque, son hippodrome. Donc c'est tout à fait indispensable à ce qu'on a risqué avec Sidney Aufrère dans nos livres, là, dans l'Égypte restituée. Bon, alors du coup, on peut oser de faire de loin, essayer de voir de loin Antinoé. On ne peut pas faire grand-chose d'autre, grâce à eux, que se donner cette image, sinon on n'aurait absolument rien. Alors, je ne peux pas faire l'histoire de la restitution quand on dit la pérennité du genre, bien sûr. Alors je vous fais grâce parce qu'il y en aurait pour une dizaine d'heures au moins. Il faudrait dire qu'après cette grande phase de restitution, qui est pratiquement la plus riche, après la Renaissance, les premiers qu'en effet, c'est Palladio, c'est la Renaissance, c'est les relevés de monuments avec restitution sérieuse, donc bon. Et puis après, c'est là en quantité. Et puis après, il y aurait bien sûr les envois de Rome, etc. Puis les grandes maquettes de Rome, puis beaucoup de monde, Viollet-le-Duc et autres, enfin, beaucoup de gens qui sont intéressés à la question. On va se contenter de dire, pour ma part, lesquels j'ai pu faire en m'inspirant de la description de l'Égypte pour limiter le propos à cela, sinon ce serait beaucoup, beaucoup trop vaste. Sinon qu'ils ont lancé donc, cette chose-là, et qu'ils l'ont lancé accroché à la recherche, mais à la recherche des ingénieurs. Important, parce qu'il n'y avait pas d'égyptologues à l'époque ou d'historiens qui pouvaient capables de les aider. Et même avec les envois de Rome, c'était un exercice à faire à la dernière année de la Villa Médicis, du séjour, exercice d'architecte pour architecte, jugé par des architectes. Et on n'avait pas le temps, il n'est nullement formé à la recherche historique. Pendant longtemps, on n'a pas trouvé d'interlocuteur capable de faire, et ils s'en fichaient, puisqu'il fallait en une seule année proposer ce qu'ils appelaient la restauration, c'est-à-dire la restitution du monument. Ah, bah alors ils y allaient tranquillement, hein. Ils sont allés comme ils ont pu, et ils étaient jugés sur quoi? La qualité de l'image. L'image qui en est plein la vue, le truc, bon, bah, ils étaient jugés pour ça, ils ont fait ça. Et c'est pour ça que dans l'histoire de la restitution, il ne faut pas fausser les idées en disant « Ah, c'est comme les élucubrations des envois de Rome ». Non, parce qu'après, il y a eu collaboration, effectivement, entre les archéologues et les architectes, mais ce sont les grandes maquettes de Rome, ça a pris des décennies. C'est pas en un an, quelques mois, à la fin du séjour à la Villa Médicis, qu'on peut faire un travail scientifique de collaboration. Donc après, ça se fait progressivement. Alors, intérêt là, Héliopolis. Voilà un site qui, franchement, dont on ne pourrait rien penser, faute d'avoir le relevé de la description de l'Égypte. Aujourd'hui, on a l'obélisque de Sésostris Ier, il est toujours présent. Mais ils nous le mettent en jeu dans le relevé de l'ensemble du temple, avec sa grande enceinte. On voit la forme, on voit les dimensions, on voit qu'il est orienté comme par hasard sur l'axe solaire, évidemment, Héliopolis. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je ne vais pas mettre ça dans l'Égypte restituée ou dans un bouquin qui est même lié à la recherche et tout ça. On va mettre ça quand une occasion se présente. Je vais vous lancer mon idée quand l'occasion va se présenter. Alors l'occasion se présente quand on est ailleurs, soit dans la bande dessinée, soit dans le jeu vidéo. Ça a été fait pour un jeu vidéo. Alors là, on se lâche, on dit, bon, ben, tant mieux, on met le temple, on a le contour,
la description de l'Égypte nous l'a donné. On a l'obélisque de Sésostris Ier, bah, hypothèse évidemment, je me mouille là, mais bon. Eh bien tout ce qui est plus à l'est est plus ancien, donc le cœur du temple est peut-être par là. Ressemblerait-il à un temple solaire, genre Abou Ghorab, tout ça, ben, moi, pour un jeu vidéo, ben, je peux y aller, ben oui, peut-être. Et puis après, il s'est développé vers l'ouest, mais comment ben, pour remplir un tel espace, ben, ça ne peut pas être autre chose que par une succession de cours, de pylônes, d'obélisques, comme nous le montre Karnak, Luxor, ou Memphis, pour le peu qu'on connaît tant. Donc c'est quelque chose dans ce genre-là. Bon, ça veut dire ça. Bon. Et puis ça donne une idée des espaces, de la complexité de quelque chose dont on ne peut pas avoir d'autre image. Là, on est mieux armé, parce qu'on a le relevé donc, du cirque d'Alexandrie, par Balzac, et la description par Saint-Geniste. Alors là, on a vraiment un hippodrome, on est sûr et certain que l'on a cela. On a la Spina, donc aucun doute, les dimensions aussi. On a aussi un théâtre, on voit un théâtre adossé qui est ici à l'autre extrémité. Et puis ici, ben voilà, on a une colonne. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait le temple du Sérapis, on ne voyait rien. Donc ils nous représentent ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire le cirque. Et plus tard, des chercheurs, il y a de nombreux chercheurs, mais on se résumera à Michel Sabotka, donc, et puis ensuite à Mackenzie, donc se sont intéressés au Sérapéum, jusqu'à nous proposer une restitution qui permet de mettre le temple, cette fois, en présence. Et voilà, alors ceci est dû à des recherches archéologiques plus récentes, ceci est dû à la description de l'Égypte, mais avait disparu au moment où on a une idée de ceci, donc il faut faire la synthèse des deux. L'enceinte passe par là, est-elle rectiligne? Est-elle à décrochement comme à Apollonia, qui est beaucoup mieux connue que celle-ci? On n'en sait rien. On se dit, allez, prenons la solution la plus simple, mais enfin, on se donne quand même l'image, une image d'un secteur majeur d'Alexandrie, et peut-être le seul dont on ait une idée assez solide, parce que tout le reste, on n'en sait rien, y compris le phare, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout de solide pour accrocher, à part les fouilles polonaises dans le secteur de Komednik et tout ça, ailleurs, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose pour se représenter des morceaux d'Alexandrie de façon un peu crédible. Donc on est bien content, là aussi, de trouver dans la description de l'Égypte des arguments et des informations précises. Alors cette aventure de la restitution, on l'avait commencé à Karnak, mais on l'a poursuivi beaucoup en France, et le coup d'envoi, c'était cela. Avec Sidney Frères, ces 3 volumes de la description de l'Égypte, on a dû en faire beaucoup. Puis après, les revues ont vu, etc. Donc il y a eu une demande extraordinaire, parce qu'on arrivait dans une période du XXe siècle, on n'ose plus dire du siècle passé, mais bon, où il y avait les médias, le développement des médias, la télé, et après l'informatique, il y a eu un besoin d'images absolument immense qui ont fait qu'il y a une pression, une demande d'images et d'images de restitution pour essayer d'expliquer à un public élargi quel pouvait être l'aspect des sites. Alors nous voici avec le héros du jour. Évidemment, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Champollion. Ce qu'on va dire, c'est que ce qu'on lui doit. Ce qu'on lui doit beaucoup, parce que Champollion ne s'est pas spécialement intéressé aux monuments ni à la restitution. Mais en permettant de comprendre le sens des textes, il a beaucoup enrichi, et considérablement enrichi, la compréhension des monuments. Cette fois, on avait une idée de la fonction des salles, et on pouvait rectifier les choses. Et puis aussi, il est en Nubie, l'expédition d'Égypte s'arrête à Philae. Il est allé beaucoup plus loin, et les dessins de Nestor Loth ou autres donnent une idée, cette fois, complémentaire, de l'aspect de nombreux monuments égyptiens. Alors, Champollion, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on admire de lui? Beaucoup de choses. Évidemment, j'ai une admiration immense pour lui, parce que il est impressionnant. Sa précocité, première communication. Bon, il apprend tout seul, il va lire tout seul. Il apprend ça, donc il se débrouille tout seul. Il est en très grande partie autodidacte. Il doit beaucoup, bien sûr, à son frère, on en reparlera. Mais il a la volonté, le génie, la puissance de travail, une motivation viscérale. Il a besoin d'étudier les langues anciennes toutes les minutes de sa vie. On dirait qu'il recherche sa mère. Il y a quelque chose de ça. Il était basané, on le prenait pour un arabe. Il y a quelque chose qui joue. Il s'est senti peut-être oriental par bien des côtés. Il recherche, on dirait qu'il recherche ses origines. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose de vital qui fait qu'il ne fait pas de la recherche. Il a besoin, c'est un besoin vital pour lui que d'étudier les langues anciennes et de
d'essayer de comprendre et de s'acharner donc sur ce problème de compréhension de l'égyptien ancien. Mais pour ça, il a appris tout le reste, et le grec, et le latin, et l'hébreu, et l'arabe, et l'araméen, et le syriaque, et le chinois, jusqu'au chinois, qui lui ont permis de comprendre tout le combinatoire, comment fonctionnent ces langues. Son cerveau s'exerçait sans arrêt à cela. Et le cerveau, on sait qu'est-ce qu'il fait, le cerveau humain tout le temps. Les physiologistes pourront le dire, s'il y a des médecins. Il cherche à désigner les référents, de quoi on parle, et à lever les ambiguïtés. Il passe son temps à ça, ben voilà, il a passé son temps à ça. Le cerveau de Champollion, c'est une machine qui turbine sans arrêt, on peut dire jour et nuit, pour arriver à avancer. Avec, ça a été dit aussi, la conscience de se fourvoyer. Quand il voit que ça ne marche plus, qu'il est dans une impasse, ben, il faut se remettre sur le tapis, prendre une autre voie pour essayer de trouver une solution, alors qu'on est dans l'impasse, parfois presque jusqu'au découragement, mais il ne s'est jamais découragé. Alors Champollion, c'est aussi des convictions profondes. C'est un républicain, comme l'était son père, son frère aussi, des convictions profondes qu'il n'a jamais reniées. Son frère est habile, il sait nager et tout ça avec nous, mais lui non. Donc il est là, et quand ça tourne mal pour eux, à Figeac, ben, il lance l'enseignement mutuel. Première école publique, on pourrait dire. Puis à Grenoble après. Donc ce sont des pionniers. Ils ont vécu, on peut dire que Champollion, l'homme et l'œuvre, sont cohérents. C'est très important, je trouve, qu'un savant soit aussi un homme cohérent. Quelles que soient ses opinions ou autres, qu'au moins il les défende et il les honore. Alors il a eu bien sûr des ennemis très puissants, qu'il savait d'ailleurs cultiver par un humour caustique, vraiment caustique. Il donnait des surnoms à tout le monde, tous ses professeurs avaient un surnom, il devait finir par le savoir, que Sylvestre de Sacy s'appelait le rabbin, que l'autre s'appelait le tartare, etc. Bon, tout le monde a des surnoms, et puis des pics. Il dit, les pauvres Jomard, il dit, je ne vais quand même pas continuer à perdre mon temps à essayer de châtrer un mulet. Ça donne une idée de ça y aller. Donc, évidemment, il s'est fait des ennemis considérables. Alors bon, faute d'avoir eu son frère pour le former, pour lui payer ses études, au fond, le mettre aux travaux forcés à perpétuité, c'est un peu ça, le pauvre Champollion, toujours fauché. Bon, mais faute d'avoir ce dialogue aussi avec son frère, Karine, la Madrigal, elle a toute cette correspondance des frères Champollion, on voit qu'ils ne se lâchaient jamais. Ils étaient là et ils échangeaient aussi, puisque le frère était de très haut niveau scientifique. Donc il y avait vraiment une fusion de ces deux frères et la gloire revient à l'un et à l'autre. Alors il n'avait pas que des ennemis, bien sûr. Alors les ennemis puissants, il y avait quoi? Les jaloux, les vexés, ceux qui prétendaient l'avoir devancé, qui sera blackboulé X fois à l'académie. Là, il y a la rivalité franco-anglaise avec Jung. Il y a la haine tenace, évidemment, de Jomard, qui va lui savonner la planche souvent. Alors, il y a aussi des soutiens, heureusement pour lui. Alors, il a eu, bien sûr, dès le début de sa carrière, Joseph Fourier, soutien déterminant au départ. Il est préfet de Grenoble. Il est là, quand il voit arriver les frères Champollion, c'est que le frère aîné, il est déjà calé. Il aurait voulu faire l'expédition d'Égypte, Jacques-Joseph. Et dans la bibliothèque paternelle, et il lisait tous les ouvrages intéressants et sérieux qui étaient là. Le père avait quand même ce talent de réunir des ouvrages de qualité dans sa librairie de Figeac. Bon, et il n'a cessé toute sa vie d'acquérir des ouvrages savants et de tenir une correspondance avec de très nombreux savants à travers l'Europe et le monde. Donc c'est un homme extrêmement précieux. Alors Joseph Fourier a une société savante à Grenoble, très vite les frères Champollion rentrent là-dedans. Et en tête et très vite, le frère aîné. Et donc, voilà, les alliés sont là, il y a beaucoup d'alliés dans le clan républicain. Ils sont réputés pour être, surtout Jean-François, anticlérical déclaré, tout ça, donc tout ce qui est évidemment conservateur sera plutôt opposé. Si bien qu'arrivé le régime royal, après les expériences, fin de la République, Napoléon, etc., il a fallu faire des traversées du désert. Et là, il a eu aussi quand même des soutiens, des gens qui l'admiraient, dont le fameux duc de Blacas.
Alors le duc de Blacas, c'est grâce à lui qu'il va pouvoir se balader en Italie, avoir des portes ouvertes à nouveau et des protections dans le régime royal. Et c'est là que le pauvre Champollion, qui ne faisait jamais aucune concession scientifique, ça a été dit dans une des conférences, il est obligé d'un peu cacher ses découvertes sur la chronologie égyptienne pour essayer de ménager, au fond, de ménager la chronologie de la Bible, etc., et de ne pas être trop mal vu par ceux qui le soutenaient. Donc il a été obligé là de faire un peu de concessions, de solides appuis dans la franc-maçonnerie, parce que sans qu'il l'ait été lui-même, c'est pas prouvé, son beau-père l'était, bien sûr, toute la famille Béliard, et bien sûr Fourier, et énormément de gens, on peut remonter pratiquement jusqu'à la famille Bonaparte. Donc là, toute cette famille-là, tous ceux qui sont républicains pour les Lumières, c'est ça, les gros soutiens, donc disons, qui vont pouvoir servir à Champollion. Avec comme adversaires les autres, qu'il appelait les étés noirs, c'est pour dire que c'était quand même des rivalités grandes. Donc aussi des rivalités et des ennemis sur le plan politique. Alors conclusion, dans la description de l'Égypte est publiée la plus grande masse de restitution architecturale jamais réalisée, après les travaux pionniers de la Renaissance. La méthodologie de la restitution architecturale, elle me passionne depuis des décennies. Je vous en fais grâce, ce n'est pas l'objet d'en parler ici, sous de nombreuses formes. Mais je compte vraiment les jeunes savants dont on vient de parler, je les compte vraiment comme mes devanciers, comme des prédécesseurs tout à fait admirables, mais mon admiration ne se limite pas à la qualité scientifique, technique et artistique de leurs travaux. Leur mérite est aussi d'avoir eu la volonté, en aussi peu de temps, et dans des conditions incroyablement difficiles, de réaliser une telle moisson et des restitutions prudentes, avec la prudence des scientifiques. En nous donnant la clé de la lecture des textes, Jean-François Champollion a beaucoup précisé notre connaissance de la langue et par là même des monuments. On l'a dit, il a pénétré en Nubie, il a ajouté sa pierre. Sans s'intéresser spécialement à la restitution, on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais c'est la masse de tous ces travaux qui a fait avancer la science. En cette année anniversaire destinée à honorer Champollion, loin de vouloir rappeler les querelles dont nous comprenons aujourd'hui les fondements, reconnaissons à chacun ses mérites. Honorer Champollion, ce n'est pas rabaisser Jomard ou l'expédition d'Égypte. Tous ont grandement honoré leur véritable mère, la science. Merci.